Mesdames et messieurs, bienvenue dans un dossier spécial. Comme je l'ai dit, chaque matin quand on est là et chaque soir, c'est pour rencontrer les différentes préoccupations des personnes qui ne sont vraiment pas très intéressées à ce qui concerne les secteurs miniers et des personnes qui sont très intéressées, notamment la société civile et les différents chercheurs dans les domaines. Il y a beaucoup de personnes qui ne cessent de nous appeler pour nous poser des questions et nous sommes très reconnaissants. Et comme je ne cesse de le dire, je serai toujours là chaque matin et chaque soir pour rencontrer les différentes préoccupations. C'est vrai, je dirais d'emblée que Dossier spécial n'est pas une émission politique. Donc ici, on n'évoque pas des questions politiques, mais plutôt une émission très thématique. Et la thématique qui est nôtre, c'est les codes miniers. Et en tant qu'expert en législation minière, donc, nous nous basons sur les codes et sur ces mesures d'application pour chercher à éclairer certaines zones d'ombre. On est là pour faire la promotion du code minier et nous sommes là pour dénoncer tous les abus sur les codes miniers, dénoncer toutes les tergiversations autour des codes miniers et dénoncer également toutes ces personnes qui, de façon intentionnelle, piétinent les différentes dispositions pertinentes du code minier. Donc, je ne cesse de le dire, surtout à nos amis de la société civile, à chaque fois que vous faites des déclarations ou des communiqués publics, faites un maximum d'efforts de vous appuyer sur une disposition du code minier ou du règlement minier. Ça sera une matière pour moi de pouvoir réagir et pourquoi pas intervenir. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a une certaine polémique au sein du secteur minier, si je ne vois pas de dispositions relatives au code minier, même si on l'évoque, mais si de façon claire et précise, on n'évoque pas une disposition du code minier, on n'évoque pas une disposition du règlement minier, je donne ma langue au chat. Ça, c'est ma position et elle doit être claire. Voilà pourquoi vous ne cessez de me reprocher, mais Raymond, il y a tel dossier dans le secteur, tout le monde parle, pourquoi vous n'en parlez pas? Je rétorque toujours pour dire, quelle est la disposition du code minier qui est énervée dans ces débats, dans cette polémique, dans cette discussion? Si on me dit à moi, il y a telle disposition du code minier qui est énervée, moi je donne ma position. Mais quand on est dans une discussion ou dans un débat généraliste pour tirer chacun la couverture de son côté, franchement, je ne suis pas l'homme des polémiques. Franchement, je n'aime pas entrer dans les plates-bandes des uns et des autres. Je ne donne pas ma position et je ne donne pas mon avis. Mais à chaque fois qu'il y a une disposition du code minier qui est énervée, franchement, je donne ma position et je donne mon interprétation par rapport à cette disposition qui est évoquée, si elle est énervée ou si elle est rencontrée. Je ne cesse de donner mon point de vue. Donc, cette position, je la maintiens et je reste fidèle dans cette position-là. Voilà pourquoi je ne cesse d'exhorter. Il y a beaucoup d'amis de la société civile, à chaque fois qu'ils organisent leurs manifestations, à chaque fois qu'ils prennent position, ils me disent, mais pourquoi Raymond, vous ne relayez pas? Je ne peux pas relayer parce que vous n'avez pas évoqué une disposition du code minier. Je ne peux pas relayer parce que vous n'avez pas évoqué une disposition du règlement minier. Je dois être catégorique et je dois être clair. Et c'est mon énième appel à la société civile. À chaque fois que vous faites des déclarations publiques, faites un effort de vous appuyer sur une disposition du règlement minier, du code minier. Comme ça, ça va me réconforter. Je vais davantage soit aller dans le sens qui est vôtre, ou soit aller dans le sens contraire. N'est-ce pas? Les mêmes messages, je l'adresse aux syndicalistes, les mêmes messages, je l'adresse à toutes les institutions qui travaillent dans le secteur minier et voire même les entreprises minières ou les titulaires des droits miniers. Donc bref, c'est un peu un appel que je lance à tout le monde. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, je ne donne pas ma position. Merci beaucoup à vous tous de votre fidélité et parce que vous êtes toujours là chaque soir et chaque matin à nous suivre. Je suis très reconnaissant. C'est vrai, les thématiques que nous évoquons sont très techniques, mais il y a quand même des personnes qui nous suivent, qui sont toujours là pour apprécier ce que nous sommes en train de faire. Et je vous salue. Vous me suivez à Fungurume, vous me suivez à Kolwezi, à Lubumbashi, précisément dans les Haut-Katanga. Vous êtes en train de me suivre massivement à Kinshasa, un peu partout à travers la République démocratique du Congo. Vous ne cessez de me suivre. Franchement, je suis ragaillardi et je suis réconforté et je vous suis reconnaissant. Allons-y dans ce sens
et nous serons vainqueurs. Alors, il y a une question qui nous a été posée, c'est Ruffin, il est étudiant en G3 économie, en G3 éco à l'université de Kinshasa, et Ruffin me dit ceci: qu'est-ce qu'on entend par clause résolutoire en droit minier? Une question pertinente, mais je dois être très clair avec vous, mon cher ami Ruffin, depuis l'université de Kinshasa, et je salue pratiquement tous les étudiants de l'université de Kinshasa, particulièrement ceux qui font les droits. Je vous salue sincèrement. Alors, je dois être très clair, cher ami Ruffin. Alors, pour répondre à votre question, j'aimerais qu'on se mette d'accord, comme vous êtes étudiant en droit, et je salue également tous les étudiants en droit qui me suivent, parce que la matière qui est nôtre, c'est une matière exclusivement liée au droit. Alors, en droit, vous êtes totalement d'accord avec moi, cher ami Ruffin, quand on parle du droit, avant de répondre à votre question, je ne veux pas échapper à la question, vous me dites qu'est-ce qu'on entend par clause résolutoire en droit minier. Le droit minier n'a pas le même entendement quand c'est un enseignement qui est donné dans une faculté des droits que l'entendement qu'a les législateurs. Droit minier enseigné en faculté des droits et droit minier selon l'entendement du législateur congolais, c'est deux choses diamétralement opposées, mais je vais vous expliquer en d'autres termes. C'est-à-dire, quand on donne par exemple la définition du droit, n'est-ce pas, cher ami Ruffin, les droits c'est un ensemble de règles, sont des règles qui peuvent être contraignantes, sont des règles qui peuvent être impersonnelles, sont des règles qui peuvent être également permanentes. Alors, les droits, ce sont des règles qui sont édictées par l'autorité publique et qui sont sanctionnées par l'autorité publique. Pourquoi? Pour assurer l'ordre dans la société. Ça, c'est un peu la définition générale du droit. Donc, j'insiste, ensemble des règles à caractère personnel, contraignant, édictées par l'autorité publique, sanctionnées par l'autorité publique pour assurer l'ordre public. C'est un peu ça les droits. Et ces droits, qui est cet ensemble des règles, peut être à la fois subjectif, ces règles peuvent être à la fois objectives. Subjectif, pourquoi? Parce que ce sont des prérogatives qu'on accorde ou sont des prérogatives reconnues à chaque citoyen. J'ai le droit de manger. J'ai le droit de circuler librement dans mon pays. Ce sont des prérogatives qui sont reconnues à chaque citoyen. C'est-à-dire, ça, c'est les droits subjectifs. Mais les droits objectifs, cher ami Ruffin, c'est un ensemble de règles également qui régissent un domaine précis. Droit civil, droit pénal, et ainsi de suite. Ça, c'est les droits objectifs. Mais les mêmes droits, c'est aussi une science qui est enseignée dans une faculté des droits. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous partons du droit en donnant sa définition, en spécifiant le droit qui peut être à la fois subjectif, le droit peut être à la fois objectif, mais ce droit peut être aussi une science. De la même manière, à la question que vous m'avez posée, quand vous me parlez des droits miniers, les droits miniers, selon l'entendement du législateur congolais, les droits miniers, c'est un ensemble de prérogatives reconnues à un titulaire des droits miniers pour faire l'exploitation et pour faire la recherche. S'il faut inverser, pour faire la recherche, parce que c'est la recherche qui commence, et faire l'exploitation. N'est-ce pas? Ça, c'est les droits miniers. C'est, je disais, sont des prérogatives reconnues à un titulaire des droits miniers, si vous voulez, à une entreprise minière, pour faire la recherche et pour faire l'exploitation. Ça, c'est les droits miniers selon l'entendement du législateur. Mais les droits miniers peuvent être également un enseignement. N'est-ce pas? C'est un cours qui peut être enseigné dans une faculté des droits dans la promotion qui est votre droit minier. Donc, si on comprend les choses de cette façon, c'est alors que moi, je veux vous amener, par rapport à votre question, non pas à vous répondre en tant
droit minier comme cours enseigné dans une faculté des droits, mais moi je vous enseignerai la clause résolutoire en droit minier comme l'entend le législateur congolais, c'est-à-dire ici droit minier comme ensemble de prérogatives reconnues à un titulaire de droit minier pour faire la recherche et l'exploitation. Je vous répondrai dans ce sens-là. Mais si vous avez besoin de plus d'éléments par rapport à votre préoccupation, vous pouvez consulter. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le droit minier. Comme cours, on enseigne dans la faculté des droits. Il y en a beaucoup. Vous pouvez aller également vérifier. Mais selon les législateurs, ici je vous parle des droits miniers dans l'entendement du législateur, c'est-à-dire cet ensemble de prérogatives reconnues à un titulaire de droits miniers pour faire l'exploitation et la recherche. Quand on parle des clauses résolutoires, ça nous amène à expliquer, non pas seulement à vous, cher ami Ruffin, mais à expliquer à l'ensemble des personnes qui nous suivent un titre qui est important, c'est-à-dire la modiation et les mutations. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par la modiation. Demain ou après-demain, nous allons parler des mutations. Et nous allons parler également, pourquoi pas, des contrats d'option. Alors, quand on parle d'amodiation, vous allez comprendre pourquoi je parle d'amodiation. C'est là où on va retrouver les clauses ou la clause résolutoire. Alors, cette clause résolutoire, c'est tout simplement un mécanisme qui permet de sanctionner les manquements d'une partie à ses obligations contractuelles. C'est-à-dire ici, quand on parle d'amodiation, c'est un contrat qui est prévu dans les droits miniers, dans les codes miniers, lesquels contrats met en face l'amodiant et l'amodiataire. Alors ces deux parties doivent prévoir dans leur contrat d'amodiation ce qu'on appelle la clause résolutoire. Et cette clause résolutoire, c'est quoi? C'est un mécanisme qui va permettre de sanctionner les manquements d'une partie à ses obligations contractuelles. Ici, les contrats sont autour d'amodiation. Pourquoi? Parce que si une partie manque à ses obligations, cette partie-là qui manque à ses obligations contractuelles doit être sanctionnée. Vous avez combien de parties? On a deux parties. La première partie, c'est l'amodiant et la deuxième partie, c'est l'amodiataire. Ces deux parties-là doivent mettre sur pied un contrat. Les contrats, ça s'appelle les contrats d'amodiation. Et je vais expliquer c'est quoi un contrat d'amodiation, quels sont les éléments constitutifs du contrat d'amodiation. On va l'expliquer pour ne pas mettre la charrue devant le bœuf. Je crois que j'ai déjà amorcé la réponse à la préoccupation de notre ami Ruffin depuis l'université de Kinshasa. Et par ricochet, je vais également permettre à beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport au contrat d'amodiation qu'on se mette d'accord. Le code minier a prévu un certain nombre de contrats. C'est vrai, au-delà des contrats qui sont prévus dans les codes miniers, on assiste également à tant d'autres contrats entre le gouvernement congolais et d'autres intervenants dans le secteur minier. Mais le code minier en soi a prévu également ses sûretés et parmi tant d'autres, on a déjà parlé avec vous d'hypothèque, la modiation, on va parler de mutation, on va parler des contrats d'option. Tout ça, ce sont les différents types de contrats qui sont prévus dans les codes miniers. Et lesquels contrats doivent être respectés à la loupe et à la ligne. Ça, je ne cesse de le dire. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous évoquons les différents contrats, j'ai toujours envie qu'on puisse soulever une disposition légale pour qu'on puisse donner un avis quant à ça. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener à l'article 177 ou 177 du Code minier et nous allons au même moment interpréter, c'est-à-dire on peut partir de l'article 177 jusqu'au vers l'article 181 si vous voulez, parce qu'on doit expliquer en long et à large. J'ai compris que la préoccupation est fondée. On va expliquer en long et à large. Et au même moment, nous allons nous déporter maintenant pour voir comment cette disposition de 177 du Code minier s'applique dans les règlements miniers. Concrètement,
comment cette disposition est en train de s'appliquer dans le règlement minier. On explicite maintenant l'applicabilité ou l'application de l'article 177 du Code minier. Et à partir de l'article 169 du règlement minier, nous allons comprendre comment les contrats d'amodiation s'appliquent sur terrain. On va nous expliquer l'instruction du contrat d'amodiation. Parce que les contrats d'amodiation passent également par la voie d'instruction cadastrale. C'est important. Nous devons les comprendre. Donc, ce n'est pas exclu qu'un titulaire puisse faire un contrat de louage de son droit minier. Ce contrat de louage peut être partiel, ce contrat de louage peut être total. Donc, c'est autour de ça que nous allons échanger aujourd'hui et je vous souhaite de passer de très bons moments à notre compagnie. Alors, nous allons expliquer à partir de l'article 177, on va lire ensemble les codes miniers et nous allons commencer à expliquer. C'est alors que vous allez comprendre, cher ami Ruffin, qu'on a parlé du contrat ou de clauses résolutoires. L'article 177 du Code minier nous dit ceci. L'amodiation consiste à quoi? L'amodiation consiste en un louage pour une durée fixée ou pour une durée fixe ou indéterminée sans faculté de sous-louage. C'est-à-dire, vous faites louer sans sous-louer. C'est-à-dire, l'amodiant fait louer, l'amodiateur loue, mais l'amodiateur n'a pas la possibilité de sous-louer. C'est important. Ça sont des détails techniques importants. C'est-à-dire, c'est un louage de tout ou partie d'un droit minier. Et quand on parle de droit minier, vous comprenez de quoi je fais allusion, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans les droits miniers, vous avez la possibilité d'avoir des permis de recherche, permis d'exploitation des rejets, permis d'exploitation des petites mines. C'est un peu ça, les droits miniers. Moyennant une rémunération fixée par accord entre l'amodiant et l'amodiataire. Ça, c'est la première partie ou l'alinéa premier du Code minier. C'est-à-dire, en d'autres termes, moi, je suis titulaire de droit minier. C'est-à-dire, on me reconnaît le droit de faire la recherche en m'octroyant les permis de recherche. Et avec mon permis de recherche, j'ai les certificats de recherche. N'est-ce pas? L'administration minière me reconnaît également le droit de faire l'exploitation des rejets ou de faire l'exploitation des petites mines. Alors, j'ai mon droit minier par devers moi. Mais je me rends compte qu'à un certain moment, pour telle ou telle autre raison, je peux faire louer mon droit minier. Alors, le fait de prendre mon droit minier, c'est-à-dire mon permis de recherche ou mon permis d'exploitation, le fait de, ici, vous allez vous rendre compte que le permis de recherche ne peut pas faire l'objet d'un contrat d'amodiation. Ah, ça c'est un détail important. C'est-à-dire, ici, nous prenons d'abord les permis de recherche dans les droits miniers, nous les mettons de côté. Nous restons avec les permis d'exploitation. Seul le permis d'exploitation peut faire l'objet d'un contrat d'amodiation. Donc, ici, moi, pour une ou l'autre raison, je peux prendre mon permis d'exploitation et le mettre en location. C'est ça le louage. Je peux faire louer mon permis d'exploitation. Moi, en tant que titulaire de ces droits miniers, on va m'appeler amodiant et c'est lui qui viendra louer mon permis d'exploitation, on l'appellera amodiateur. C'est-à-dire vous avez deux parties. Il y a la partie amodiant et la partie amodiataire. C'est ça, au fait, les contrats d'amodiation qui met en face deux personnes. Si on se met d'accord sur ces points-là, les restes sera facile. Alors,
les deux parties doivent se mettre d'accord pour fixer un montant pour ces locations, pour cette location. Les louages, c'est moyennant une rémunération, laquelle rémunération doit mettre d'accord ces deux parties. Vous devez signer un contrat dans lequel contrat vous devez vous mettre d'accord sur la rémunération que l'amodiateur mettra à la disposition de l'amodiant. C'est un peu technique, je ne sais pas comment le dire autrement. Ici, franchement, c'est une émission que j'adresse particulièrement à la société civile. L'administration minière est en train de comprendre ce que je suis en train de dire, et particulièrement aussi aux étudiants qui font les études de droit, qui sont en train de me suivre. Donc c'est très important. Alors, on vous dit à la linéa 2, les droits miniers des carrières de recherche, les droits miniers et ou des carrières de recherche, c'est-à-dire les droits miniers des recherches, ne peuvent pas faire l'objet d'amodiation. Là, je crois l'avoir déjà dit. Alors, tout contrat d'amodiation, on doit se mettre d'accord ici, tout contrat d'amodiation, vous avez déjà compris, c'est-à-dire quand on parle du contrat d'amodiation, c'est un contrat qui met aux prises deux parties, l'amodiant et l'amodiateur. L'amodiant, c'est celui qui est détenteur de ces droits miniers d'exploitation, qui veut mettre ça en location. Auprès de qui? Auprès de l'amodiateur. Alors on nous dit, tout contrat d'amodiation doit comporter sous peine de nullité une clause résolutoire. Cher ami Riffin, qui nous a dit qu'est-ce qu'on entend par clause résolutoire en droit minier. Voilà. La clause résolutoire, on la retrouve dans les contrats d'amodiation. Lesquels contrats met en phase deux parties, l'amodiant et l'amodiateur, qui doivent se mettre d'accord pour la location de ces permis d'exploitation. Alors, on nous dit ceci, sous peine de nullité, c'est-à-dire ces contrats d'amodiation sera nul et de nul effet si ces contrats n'a pas prévu une clause résolutoire. Et j'insiste, mesdames et messieurs, quand on parle de clause résolutoire, c'est justement un mécanisme juridique, un mécanisme contractuel, un mécanisme qu'on met dans un contrat qui permet de faire quoi? De sanctionner les manquements d'une partie à ses obligations contractuelles. Chaque partie a une obligation contractuelle. L'amodiant a des obligations contractuelles, c'est-à-dire qui sont prévues dans les contrats qui sera signé entre les deux parties. L'amodiateur également a ses obligations contractuelles. Moi, en tant qu'amodiat, j'ai mes obligations. Lui, en tant qu'amodiateur, il a ses obligations. Nous coulons lesquelles obligations dans notre contrat d'amodiation. Alors, si c'est fait que l'amodiant manque à ses obligations contractuelles, on doit prévoir une clause résolutoire pour les sanctionner. Et si l'amodiateur également manque à ses obligations, on doit prévoir une clause résolutoire pour sanctionner toute partie qui manque à ses obligations contractuelles. Je crois que c'est là, notre ami, c'est un peu ça la clause résolutoire selon le code minier, n'est-ce pas? Et la clause résolutoire, on la retrouve dans les cas du contrat d'amodiation. Alors, on nous dit, tout contrat d'amodiation doit comporter sous peine de nullité une clause résolutoire pour non-paiement par l'amodiateur des impôts, taxes, redevances dues à l'État. Vous savez que vous venez louer les permis d'exploitation, ça veut dire que vous devez faire de l'exploitation. Vous devez extraire les substances minérales, vous devez les commercialiser également. Et l'administration fiscale ne vous laissera pas. L'administration fiscale viendra vous imposer. Et ici, il faut mettre en tête que vous allez payer, par exemple, l'impôt, vous allez payer l'impôt spécial pour les concessions
les concessions minières, je crois. Oui, l'impôt spécial pour les concessions minières, vous allez payer. Les droits superficiaires annuels par carré, vous devez également payer. Vous devez payer également l'impôt mobilier, vous devez payer. Et vous devez payer également les redevances. Alors, tout ça, c'était à la charge de l'amodiant, avant la location ou avant les contrats d'amodiation. Tout ça, c'était à la charge de l'amodiant. Alors, il s'est fait qu'on signe les contrats d'amodiation et l'amodiateur qui arrive, c'est l'amodiateur maintenant qui loue. Même s'il est en train de louer, il a des obligations vis-à-vis de l'État congolais, notamment les paiements des impôts. Vous devez payer des impôts, vous devez payer des taxes, vous devez payer également, pourquoi pas, des redevances, c'est-à-dire des rémunérations que vous devez mettre à la disposition de certains services publics de l'État. Vous devez payer ces redevances-là. Alors, si vous ne le faites pas, c'est un manquement. Vous devez prévoir une clause résolutoire qui sanctionne l'amodiateur par ces manquements contractuels. Lesquels manquements? Relatifs au non-paiement des impôts, taxes et redevances. S'il n'y en a pas, votre contrat d'amodiation sera frappé de nullité. Nous devons nous mettre d'accord. Ici, vraiment, je suis en train de parler à la société civile qui doit suivre de près tous les différents contrats qui sont signés dans le secteur minier. C'est important. L'amodiation, c'est également une forme de contrat. Et généralement, on ne fait pas très attention à ça, malheureusement. On est plus intéressé aux différents contrats qui sont signés à un certain niveau, mais sauf que il y a également des contrats d'amodiation qui sont signés dans les secteurs entre l'amodiant et l'amodiateur, mais très peu de gens en parlent. Et là, il y a un problème. Très peu de gens en parlent. Est-ce que la société civile en parle? Point d'interrogation. Est-ce que les communautés locales savent que, c'est vrai, on peut exiger les obligations sociétales ou les responsabilités sociétales aux entreprises minières, c'est une très bonne chose, mais laquelle entreprise qui est en train de faire l'exploitation? Est-ce que c'est l'amodiant ou l'amodiateur? Tout ça, ce sont des histoires techniques que les communautés doivent être sensibilisées pour savoir que, bon, à ce stade ici, ce n'est plus l'ancien titulaire qui était en train d'exploiter, mais c'est maintenant l'amodiateur. C'est le nouveau titulaire qui a signé un contrat d'amodiation avec l'amodiant qui est en train d'exploiter. Si au niveau de l'administration minière, les gens sont très éveillés, bon, c'est vrai, c'est tout à fait totalement, c'est avec raison, parce que lesquels contrats d'amodiation doivent passer aux différents services, notamment les cadastres miniers, l'information doit déjà être là. Mais est-ce que les communautés le savent? Est-ce que la société civile le sait? Ce sont des questions que nous devons nous poser, et nous devons être éveillés pour suivre de près l'évolution de certaines choses au niveau du secteur minier. Parce que si on ne les suit pas, c'est en notre défaveur. Alors, ça c'est le premier point, cher ami Ruffin, qui doit faire l'objet de cette clause résolutoire. Le deuxième point, on vous dit, c'est pour non-observation des lois et règlements pouvant entraîner des conséquences financières ou administratives préjudiciables à l'amodiant. N'est-ce pas? Observation des lois et règlements pouvant entraîner des conséquences financières, pouvant entraîner des conséquences administratives préjudiciables à l'amodiant. Et ici, le législateur est en train de protéger l'amodiant, parce que l'amodiant sera un peu mis à la touche pendant un temps, parce que ce n'est pas lui qui va faire l'exploitation, c'est l'amodiateur qui sera là en train de faire l'exploitation. Alors si l'amodiateur ne respecte pas les lois, ne respecte pas les règlements qui peuvent entraîner des conséquences financières, administratives, fâcheuses à l'amodiant, ça doit prévoir une clause résolutoire pour ça. N'est-ce pas? Ça doit prévoir des clauses résolutoires pour ça. Et ici, nous avons les codes miniers. Vous devez observer
scrupuleusement ce que dit les codes miniers, notamment par rapport à la déchéance du droit minier. Vous devez suivre de près, n'est-ce pas? Vous devez également suivre de près ce que prévoit le règlement minier, n'est-ce pas? Par rapport à la déchéance des droits miniers, c'est important. Et je l'ai cessé de dire, si vous lisez par exemple l'article 198 du Code minier, où on vous montre que les différentes raisons qui font que l'on puisse déclencher déjà la déchéance du Code minier, c'est déjà par le fait de vous notifier. Ne pas payer les droits superficiels annuels par carré, c'est également une des obligations. Si vous ne remplissez pas cette obligation-là, on va déjà commencer à vous notifier. Donc, ces deux éléments doivent, au regard du code minier, ici je suis dans les codes miniers, parce qu'ici on est vraiment dans les secteurs extractifs, et dans le code minier, ces deux éléments ou ces deux indications doivent se retrouver dans votre clause résolutoire. Si on ne retrouve pas ces deux éléments, parce que là, vous allez voir que le législateur a protégé à la fois l'État congolais qui doit faire des bénéfices par rapport à l'exploitation, même si c'est l'amodiateur qui est en train de faire l'exploitation, l'État congolais doit faire des bénéfices parce que vous devez payer les impôts, vous devez payer les taxes, vous devez payer quoi? Les redevances, n'est-ce pas? Et on protège également les véritables titulaires de ces droits miniers-là, même s'il a mis en location, l'amodiant. On doit les protéger également. L'amodiateur ne peut pas se permettre, ne peut pas s'amuser de ne pas observer les lois et les règlements qui peuvent mettre en difficulté l'amodiant. Vous comprenez? C'est-à-dire on protège à la fois les intérêts de l'État et on protège à la fois les intérêts de l'amodiant parce que, in fine, l'amodiateur finira par lâcher et reviendra au pied de l'amodiateur à la fin du contrat lui remettre. Vous ne devez pas lui remettre son droit minier en ayant bousillé pratiquement tout et lui laisser avec des dettes. Non, vous devez protéger l'amodiant. Voilà, donc c'est un peu dans ce contexte-là, cher ami Ruffin, que vous devez trouver la clause résolutoire. Mais cela, ça nous pousse également à expliciter en détail, comme je l'ai dit, ici, nous avons lu l'article 177 du Code minier, nous pouvons également, pourquoi pas, lire l'article 369 du règlement minier. Là, nous allons maintenant voir de façon détaillée qu'est-ce qui est dit par rapport à l'application de tout ce que nous venons de dire. Ces contrats-là, c'est un bon contrat, certes, mais ça doit passer par la phase d'instruction. Les codes ne l'a pas dit, mais c'est le règlement minier qui a fixé l'applicabilité de ces dispositions du code minier. Alors on dit tout contrat d'amodiation. Ça c'est l'alinéa 3 de l'article 177. Tout contrat d'amodiation doit comporter, sous peine de nullité, des clauses fixant les conditions d'entretien, les conditions de réinvestissement nécessaires à l'exploitation et au développement raisonnable du gisement. Oui, vous devez continuer à faire l'exploration. Vous devez continuer à entretenir ou à développer les gisements dans lesquels vous êtes en train d'exploiter. Parce que ça ne sert à rien de continuer à exploiter un gisement sans pour autant passer à son développement. Non. Donc, vous là, qui êtes prêts à signer les contrats d'amodiation, vous devez, en dehors des clauses résolutoires que vous devez fixer dans votre contrat d'amodiation, vous devez fixer également, pourquoi pas, les clauses fixant les conditions d'entretien et de réinvestissement nécessaires à l'exploration et au développement raisonnable de votre gisement. Ça, c'est également une façon de protéger, pourquoi pas, l'amodiant. C'est important parce que vous pouvez prendre votre permis d'exploitation et vous le mettre en location, c'est une très bonne chose. Mais si l'amodiateur n'est pas suffisamment responsable, mais il a ses moyens, mais il n'est pas totalement responsable, et que vous avez signé un contrat d'amodiation connaissant certaines entreprises qui sont pas très catholiques, pour les dire ainsi,
qui veulent tromper la vigilance, par exemple, de l'administration minière, qui peut faire n'importe quoi. Et on vous dit que c'est sous peine de nullité. Hein? Ça, c'est très bien dit dans les codes miniers, l'article 177 que nous venons de lire, sous peine de nullité. Mais vous n'avez pas prévu la clause résolutoire, vous n'avez pas prévu également la clause fixant, ces réinvestissements que vous devez faire pour l'exploration et pour le développement de votre gisement. Mais en fin de compte, vous avez besoin d'argent aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes rémunéré par rapport à cette location. Mais demain ou après-demain, vous allez trouver votre gisement vide et ne venez pas vous plaindre. Parce que l'exploration, ou pardon, l'exploitation peut vous prendre 25 ans. Vous signez par exemple un contrat d'amodiation qui peut prendre par exemple 10 ans. Et vous avez encore 15 ans d'exploitation. Mais si vous n'avez pas pu développer dans votre contrat de louage, vous n'avez pas pu développer les gisements dans lesquels l'amodiateur est allé exploiter, c'est vous qui allez pleurer et c'est l'État congolais qui va perdre. Voilà pourquoi tous les mécanismes ont été mis en place pour que l'amodiant soit protégé, pour que l'État congolais également soit protégé. Parce que l'État congolais a besoin des impôts, l'État congolais a besoin des taxes, l'État congolais a besoin des redevances. Et l'État congolais a besoin d'avoir un gisement bien entretenu, un gisement bien développé. L'État congolais a besoin de voir un titulaire responsable qui investit pour l'exploration, l'entretien même du gisement, pour l'exploration proprement dite de ces gisements-là. Donc, quand on signe un contrat d'amodiation, vous devez veiller sur un certain nombre d'éléments, lesquels éléments sont très nécessaires, je l'ai dit, pour l'administration minière. Alors, on termine parlant du code, en parlant de contrat d'amodiation. On nous dit ceci: tout contrat d'amodiation comporte la responsabilité solidaire et indivisible de l'amodiant et de l'amodiataire. C'est vis-à-vis de l'État. Vous êtes solidairement et indivisiblement liés à l'État congolais. C'est important. Parce que le fait de mettre votre droit minier d'exploitation en location, cela ne vous empêche pas d'être liés légalement à l'État congolais. C'est-à-dire vous deux, c'est-à-dire les deux parties, l'amodiant et l'amodiataire, vous êtes d'office liés à l'État congolais. Voilà pourquoi cet alinéa nous dit: tout contrat d'amodiation comporte la responsabilité solidaire. Vous êtes solidaire. C'est un peu comme en droit de société, quand on parle par exemple sous les types de sociétés. Ici, nous allons parler des différentes sociétés qui existent, où vous allez voir que les associés sont solidaires en termes de pertes, par exemple, qui peuvent arriver dans la société. Vous êtes solidaires, n'est-ce pas? Et ici également, en parlant des contrats d'amodiation, on vous dit que l'amodiant et l'amodiataire sont solidaires et indivisibles, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'État congolais doit poursuivre à la fois l'amodiant et l'amodiateur. Et on dit l'amodiateur est, nonobstant toute clause contraire, redevable des impôts, taxes et redevances dues en vertu du titre minier ou des carrières. Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est lui qui est en train d'exploiter. Toutefois, en cas de défaillance de l'amodiateur, voilà pourquoi on vous dit que vous êtes solidaire et indivisible. Parce qu'ici, on nous dit, en cas de défaillance de l'amodiateur, l'amodiant est responsable vis-à-vis de l'État. Donc, sous réserve de son droit de recours contre l'amodiateur défaillant. Ça, c'est un droit de recours qu'on vous donne. Mais il faut mettre en tête que quand on signe un contrat d'amodiation, vous êtes solidaire et indivisible. N'est-ce pas? Ça, c'est de 1. Si vous avez un amodiateur qui ne paye pas les taxes, qui ne paye pas les redevances, qui ne paye pas les impôts, l'État congolais doit poursuivre l'amodiant. Voilà pourquoi, lorsque vous signez un contrat d'amodiation, ici nous ne sommes pas dans un contrat de mutation. Je parlerai du contrat de mutation après. Aujourd'hui, je vais plus parler d'amodiation parce que c'est une question qui nous a été posée. Donc, si vous signez un contrat d'amodiation, j'attire l'attention des titulaires des droits miniers qui me suivent. Si vous signez un contrat d'amodiation,
vous êtes amodiant. Attention, même si l'amodiateur est en train de faire l'exploitation, il faut faire très attention, surveiller ses faits et gestes, les rendre visite et avoir des informations si et seulement si l'amodiateur est en train de s'acquitter de ses responsabilités vis-à-vis de l'État congolais, notamment en matière d'impôts, notamment en matière de taxes, notamment en matière de redevances. Parce que si l'amodiateur ne le fait pas, c'est l'amodiant qui sera responsable vis-à-vis de l'État congolais, même si on vous donne à vous votre droit de réserve de poursuivre l'amodiateur défaillant. Mais l'État congolais vous voit vous, parce que c'est vous qui avez obtenu les droits miniers auprès de l'administration minière. N'est-ce pas? Alors maintenant, nous allons voir avec vous, à partir de l'article 369, ce que prévoit les règlements miniers en matière de contrat d'amodiation. Nous allons l'article 369. Vous allez vous rendre compte qu'ici, là-bas, on a fixé les cadres. On vous a expliqué c'est quoi un contrat d'amodiation. On vous dit que c'est deux parties. Vous avez l'amodiant et l'amodiateur qui doivent signer un contrat d'amodiation. Et on vous dit très clairement que dans ces contrats d'amodiation, si vous n'y mettez pas la clause résolutoire, ce contrat d'amodiation sera frappé de nullité. Et parmi les éléments qui doivent être mis dans ces contrats ou ces clauses résolutoires, les obligations pour l'amodiateur de payer ses impôts, taxes et redevances vis-à-vis de l'État, n'est-ce pas? Et vous devez fixer ça dans la clause résolutoire. Maintenant, on nous dit, à l'article 369 du règlement minier, on parle de l'amodiation également. On nous dit du dépôt de la demande d'enregistrement d'un contrat d'amodiation. Pour obtenir l'enregistrement d'un contrat d'amodiation, vous avez déjà signé votre contrat, n'est-ce pas? Parce qu'un contrat, comme vous le savez, c'est une convention entre deux parties qui s'oblige à faire ou à ne pas faire, n'est-ce pas? C'est une convention entre deux parties qui s'oblige. Vous êtes obligé à faire ou à ne pas faire. Mais attention, le contrat est différent d'une convention parce que le contrat a des effets juridiques. Par contre, la convention peut ou ne pas avoir des effets juridiques. Ici, puisque c'est un contrat, il y a des effets juridiques ici dans ces contrats-là. Voilà pourquoi on vous dit, pour obtenir l'enregistrement d'un contrat d'amodiation, suivez-moi bien, ça c'est le règlement qui le dit, on est maintenant dans la mise en œuvre, dans l'application. L'amodiant dépose la demande d'inscription d'un contrat d'amodiation au cadastre minier central provincial en 3 exemplaires. On ne parle pas d'amodiateur, parce que le responsable ici dans le contrat d'amodiation, c'est l'amodiant. Ici, je suis en train d'insister, parce que généralement, les gens pleurent. C'est une matière qui est technique, j'insiste, merci beaucoup, Papa Richard, mais je ne sais pas comment je veux l'expliquer en des termes simples. Souffrez que je sois ainsi pour éclairer surtout les titulaires des droits miniers qui sont en train de me suivre, la société civile qui doit veiller également à ce que ces choses se passent dans de très bonnes conditions, parce que généralement, les gens ne comprennent plus rien. Hier, il y avait une entreprise qui exploite, aujourd'hui, c'est une autre entreprise qui exploite, vous ne comprenez rien. Il n'est pas forcément dit que l'entreprise qui est en train d'exploiter, c'est elle qui est véritablement le titulaire de ces droits-là miniers. Non, ça peut être un contrat d'amodiation, mais vous devez veiller pour savoir dans ces contrats d'amodiation qu'est-ce qui est réellement prévu pour que les communautés locales soient bénéficiaires de leurs droits, pour que l'État congolais soit bénéficiaire également de ses droits. Parce que nous ne devons pas faire la société civile seulement pour être au dos de l'administration minière ou de l'État congolais. Nous devons également soutenir l'État congolais à ce qu'il puisse atteindre ses objectifs, notamment celui de veiller à la sécurité des communautés locales. C'est important. Donc ici, c'est l'amodiant qui doit déposer la demande d'inscription de ce contrat au cadastre minier. C'est important ce que je suis en train de dire. Et on nous dit à l'article 370
de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande d'inscription. Alors, pour être recevable, toute demande d'inscription d'un contrat d'amodiation doit comporter les éléments suivants. 1. Dénomination sociale et adresse de l'amodiant et amodiateur avec les pièces justificatives pour l'amodiateur. N'est-ce pas? Référence du droit minier ou des carrières qui a fait l'objet d'amodiation. Généralement, ici, le droit minier qui fait l'objet d'amodiation, c'est le permis d'exploitation. C'est ce permis-là. Et il y a des références que les cadastres miniers donnent. Et lesquelles références doivent être également soumises lorsque vous devez déposer votre demande d'inscription. La société affiliée de l'amodiataire, s'il en existe, les droits détenus éventuellement par l'amodiateur, quels sont ces droits détenus par l'amodiateur, n'est-ce pas? Un exemplaire du contrat d'amodiation notarié par les responsables du cadastre minier. Alors on nous dit, toute demande recevable est inscrite dans les cahiers d'enregistrement des demandes d'inscription des hypothèques et amodiations conformément aux dispositions de l'article 71 du présent décret ou du règlement minier. Mais la partie qui m'intéresse maintenant, c'est l'article 371. On va terminer rapidement. On parle de l'instruction cadastrale. Ce n'est pas seulement les droits miniers dans son ensemble qui doivent faire l'objet d'instruction cadastrale environnementale ou technique, mais on vous dit également que les contrats d'amodiation doivent également faire l'objet d'une instruction cadastrale. C'est important surtout pour les connaisseurs. J'insiste, les contrats d'amodiation doivent faire l'objet d'instruction cadastrale. Et ici, on dit, lors de l'instruction de la demande d'inscription du contrat d'amodiation, les cadastres miniers centrales vérifient quoi? 1. L'éligibilité de l'amodiateur pour détenir les droits faisant l'objet d'amodiation. Est-ce que l'amodiateur là est éligible au regard des éléments évoqués? Est-ce qu'il est éligible? Ici, j'interpelle la société civile. Ça, c'est le travail qui est vôtre. On peut accepter un contrat d'amodiation, oui, mais est-ce que l'amodiateur là est éligible? Voilà pourquoi il y a un peu du poteau-poteau. Vous pouvez avoir un titulaire en train d'exploiter par contrat d'amodiation, mais qui est en train de faire de n'importe quoi sur terrain et les communautés locales ne se retrouvent pas. Vous devez surveiller et suivre, s'il vous plaît, chers amis de la société civile. C'est juste une interpellation. Je vous aime beaucoup et je vous interpelle parce que j'ai besoin de voir une société civile très active sur terrain, une société civile qui travaille effectivement et efficacement pour l'intérêt des communautés locales. On nous dit ceci, l'amodiateur là, on doit checker son éligibilité, c'est important. Et on dit la conformité du contrat d'amodiation avec les dispositions de l'article 177 du Code minier dont on a évoqué. Donc tout ça, c'est une démarche technique, mais qui doit être suivie également par les techniciens. Et d'où, j'insiste, la société civile ayant beaucoup de techniciens, elle est appelée à suivre tout ce dont on est en train de dire, pour l'intérêt des communautés pour lesquelles nous nous battons et pour l'intérêt de la République. Pourquoi? Parce que la République également doit bénéficier des impôts, des redevances et taxes pour faire évoluer l'appareil étatique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alors demain, il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées sur les contrats de mutation. On reviendra également sur les contrats de mutation. Nous allons parler également des hypothèques. C'est important parce que parmi les sûretés qui sont prévues dans le cadre du Code minier, on va en parler. Alors je crois qu'on va élaguer toutes ces matières relatives au contrat. Et nous allons entrer en détail également sur d'autres matières parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous sont posées. Je vous invite, vous qui voulez poser des questions, les numéros qui est affiché au bas de l'écran, c'est notre numéro personnel. Vous pouvez nous envoyer les questions, pas beaucoup d'appels parce qu'on ne répond vraiment pas assez souvent. Vous pouvez nous envoyer juste des textos comme font les autres. Posez toutes les questions possibles. Nous allons répondre à la mesure du possible. Et si
besoin se fait sentir, nous allons inviter d'autres collègues, on va inviter d'autres experts qui viendront sur ces plateaux. Ensemble, nous allons chercher à échanger et donner de la lumière aux personnes qui ont besoin de cette lumière par rapport aux thématiques qui sont nôtres. Je souhaite bonne campagne électorale à tous et à toutes et j'invite aux uns et aux autres de cultiver la paix, de cultiver l'amour du prochain parce que nous n'avons rien si ce n'est l'État congolais. La République démocratique du Congo, c'est tout ce que nous avons de plus cher. Ces territoires, cette population, ces gouvernements, cette légitimité, cette souveraineté que nous avons, c'est tout ce que nous avons le plus cher, c'est l'État congolais. Et je vous aime beaucoup. Battons-nous pour l'intérêt de l'État congolais et non pour des intérêts égoïstes et partisans. Mettons de côté nos divergences, voyons l'intérêt général. La campagne électorale va passer, les élections passeront, mais la République démocratique du Congo ne passera pas. Soutenons-nous, restons unis pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Merci à Eric, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain et nous allons parler d'autres sujets qui sont très importants et on répondra à toutes les questions que nous ont posées. Au revoir et à demain. Merci.